Pâte classique de couleur jaune ou pâte complète, plutôt brune, lesquelles préférez-vous? Je préfère les pâtes classiques. Par habitude, depuis tout petit, je mange des pâtes classiques, des pâtes blanches. Plutôt pâte complète parce que je trouve que ça nourrit plus. Les pâtes complètes ont souvent meilleure réputation que les pâtes classiques. Mais quelle est la différence entre les deux? À l'école d'ingénieurs Unilassal à Beauvais, Julie Branchu, ingénieure d'études, nous explique. La base des pâtes, c'est le grain de blé, qui est composé d'un germe qui est situé plutôt à la base du grain. Ce germe va être très riche notamment en vitamine B. Tout autour du grain, on va avoir le tégument, donc l'enveloppe qui va donner le son, et à l'intérieur, on a l'albumène. Et c'est cette albumène qui va donner la matière première de nos pâtes classiques, la farine blanche. Voici comment. On va venir broyer ces grains de blé, donc on a un premier mélange, qu'on va ensuite tamiser pour enlever le son qui reste. Et donc, par des tamisages successifs et de plus en plus fins, on obtient donc des farines de plus en plus blanches jusqu'à cette farine-là qui ne contient plus que l'albumène du grain de blé. Les pâtes classiques sont donc produites à partir de farine blanche dite raffinée. Celle où l'on s'est débarrassé de l'enveloppe du grain. Pour les pâtes complètes, par contre, on utilise la farine produite à partir de la totalité du grain. Voilà pourquoi elle garde la couleur brune de l'enveloppe. Et au niveau du goût, ça change quoi? Faisons un test à l'aveugle avec Lomélina et Mathéo. Pour commencer, des pâtes classiques. Elles sont savoureuses. Ça fond tout seul dans la bouche, on dirait que c'est du beurre. Maintenant, les pâtes complètes. Ça a un goût un peu fort. C'est un petit peu croquant. C'est un peu plus difficile à mâcher que celui d'avant. Moi, je la trouve pas très bonne. Et oui, les enfants, ce qui leur donne ce goût particulier, souvenez-vous, c'est le son, l'enveloppe du grain de blé. Il apporte une légère amertume et une texture plus ferme à cause des fibres qu'il contient. Qu'on les aime ou pas, elles sont pourtant meilleures pour notre santé et notre ligne, comme nous l'explique Géraldine Godet, diététicienne. D'un point de vue nutritionnel, les pâtes classiques et les pâtes complètes sont composées majoritairement de glucides. Ce qui va les différencier, ça va être leur composition en minéraux, en vitamine B, mais surtout en fibres. Les pâtes classiques sont composées seulement de 3% de fibres contre 6% pour les pâtes complètes. Soit 2 fois plus de fibres qu'une assiette de pâtes classiques. Et ces fibres jouent un rôle important dans notre corps. Les fibres sont essentielles dans la digestion et dans la sensation de satiété. Elles gonflent notre bol alimentaire au niveau de l'estomac. Cette dilatation provoque les processus de rassasiement au niveau du cerveau. Résultat, on s'arrête plus vite de manger. Et ce n'est pas tout. L'absorption des nutriments au niveau intestinal sera également plus lente. Pour être rassasié durablement, c'est essentiel. Regardez ce qu'il se passe quand on mange des pâtes classiques et un autre jour des pâtes complètes et qu'on analyse la concentration de sucre dans notre sang, ce qu'on appelle la glycémie. On peut observer très nettement que le plat de pâtes blanches a fait monter très nettement la glycémie, contrairement aux pâtes complètes où le taux de sucre dans le sang est monté plus progressivement. En effet, avec les pâtes classiques qui contiennent peu de fibres, le sucre se retrouve très vite dans le sang. Ce qui déclenche le fameux pic d'insuline, qui par réaction provoque une sensation de faim quelques heures après. Les fibres des pâtes complètes permettent de ralentir l'absorption du sucre dans le sang. Sur ce match-là, le grand gagnant sont les pâtes complètes qui vont avoir un effet sur la sécrétion d'insuline et donc sur notre satiété. On aura donc faim beaucoup moins rapidement. Victoire complète des pâtes complètes. Ou presque. Alors les enfants, est-ce que vous êtes prêts à passer aux pâtes complètes? Ah non, surtout pas. Du tout. Un autre aliment que l'on trouve dans les rayons de nos supermarchés, c'est le riz.
Ici encore, le riz blanc, c'est le grain déshabillé de son enveloppe. Le riz complet, lui, a conservé son enveloppe. Il contient 5 fois plus de fibres que le riz blanc et a les mêmes propriétés rassasiantes que les pâtes complètes. Alors, faut-il se convertir aux aliments complets ? Oui, c'est souvent nécessaire. On sait que les adultes couvrent actuellement seulement 2/3 de leurs besoins en fibres. Le ratio idéal, c'est de consommer des aliments complets 1 fois sur 2 dans sa journée. Pâtes ou riz complet, la différence est surtout leur richesse en fibres. Mais en matière de sucre, qu'est-ce qui différencie le sucre blanc du sucre roux ? Alors je préfère le sucre blanc peut-être parce que je suis plus habitué au goût. Moi, je préfère le sucre roux parce que ça donne un goût beaucoup moins sucré, surtout pour la pâtisserie. Alors je dirais sucre roux parce que je pense que c'est moins calorique. Blanc, roux. Alors pourquoi ces deux types de sucre ont-ils des couleurs différentes ? Y en a-t-il un meilleur que l'autre pour notre santé ? Retour à l'école d'ingénieur Unilassal avec Julie Branchu. Il existe 2 types de sucre, le sucre extrait de la betterave et le sucre extrait de la canne à sucre. Le sucre de betterave provient de la betterave sucrière qui est découpée en cossettes. Ces cossettes qui sont des fines lanières, on va les mettre à macérer dans de l'eau et cette eau sucrée qu'on obtient, on va la faire cristalliser et le sucre obtenu est un sucre naturellement blanc. Contrairement à ce que l'on pense souvent, le sucre blanc est donc un sucre naturellement blanc. Et le sucre de canne ? Ce sucre est obtenu en broyant la canne à sucre dans de l'eau, puis en faisant cristalliser cette eau sucrée. Et le sucre obtenu est brun parce qu'il y a des résidus dans le sucre et de la mélasse qui va donner cette couleur brune. Donc le sucre blanc issu de la betterave et le sucre roux issu de la canne à sucre ont tous deux une couleur naturelle. On dit souvent que le sucre roux a un pouvoir moins sucrant que le sucre blanc. Pour le vérifier, faisons un test. Dans cette tasse de thé, nous avons mis un morceau de sucre blanc et dans celle-ci, un morceau de sucre roux de poids équivalent. Nous avons demandé à Cécile de goûter les deux. Ce thé me paraît quand même moins sucré. Le thé avec le sucre roux est-il vraiment moins sucré ? En fait, le sucre blanc et le sucre roux vont avoir quasiment le même pouvoir sucrant. Pourquoi ? Parce que dans le sucre blanc, on a 97,7% de glucides simples, c'est-à-dire de saccharose, et dans le sucre roux, on a 95,5% de saccharose. Ce qui donne cette impression moins sucrée, c'est l'amertume due aux résidus que l'on trouve dans le sucre roux. Et qu'en est-il du nombre de calories ? Y en a-t-il un plus riche que l'autre ? D'un point de vue énergétique, un morceau de sucre blanc apportera 20 kcal et pour un morceau de sucre roux, c'est la même chose. Conclusion, il n'y a pas un sucre qui est plus calorique, c'est juste une affaire de goût. Vous l'avez compris, certains aliments complets gagnent à être consommés grâce à leur apport en fibres. Mais côté sucre, qu'ils soient blancs ou roux, ils sont tous les deux produits de façon naturelle et ils ont le même pouvoir sucrant. Dans la famille Fernandez, c'est l'heure de l'apéro. Le péché mignon de Léandra et Layana, ce sont les sirops de fruits dilués avec de l'eau. Du coup, les filles, vous voulez boire quel sirop ? Le sirop de pêche, s'il te plaît. Et toi, Nana ? Le passion ? Oui, s'il te plaît. Franck, les filles ? Santé ! Santé. À votre avis, les filles, qu'y a-t-il dans vos sirops préférés ? Du jus de pêche, du sucre et aussi il y a plein d'autres petits fruits. C'est tout. Vrais fruits, jus et sucre suffiraient donc à fabriquer ce liquide si pur et transparent ? C'est ce que nous allons vérifier derrière ces murs chez le premier fabricant français de sirop à Crolles en Isère. Sandrine Rénal, responsable de la recherche et du développement, nous dévoile les ingrédients indispensables pour fabriquer un sirop. Alors, les principaux ingrédients d'un sirop sont les fruits, le sucre, l'eau et les arômes. Des parfums classiques comme la grenadine ou la menthe, aux plus étonnants comme la violette ou la piña colada, ici on produit plus de 350 recettes différentes. En termes de recettes, tout est possible. Aussi bien des sirops de fruits, des sirops de plantes, des sirops de légumes, des sirops de fleurs. Et tout est possible. Aujourd'hui, à l'usine, on produit un sirop de framboise. Mais comme tout se passe dans des cuves fermées,
direction le laboratoire où nous allons reproduire le procédé. Premier ingrédient indispensable à la préparation, le sucre sous forme de sirop. Il représente au minimum 50% de la recette finale. Mais pourquoi en met-on autant ? En fait, le sucre dans un sirop a plusieurs fonctions. En quantité suffisante, il permet de conserver naturellement le sirop sans ajout de conservateurs chimiques. Par ailleurs, il va jouer sur la texture du produit et épaissir le produit. En grande concentration, le sucre empêche donc le développement des bactéries. Deuxième ingrédient, les fruits. Ici, ils arrivent sous forme de jus concentré. Donc, le jus concentré est obtenu à partir de vrais fruits qui sont cueillis à maturité. Ces fruits sont pressés, filtrés et on obtient ce que l'on appelle du jus simple. Ce jus simple, on va enlever une grande partie d'eau pour obtenir au final le cœur du fruit, le jus concentré. On ajoute ensuite les ingrédients qui vont renforcer le goût, les arômes. Ici, un arôme de framboise. Alors les arômes sont soit naturels, soit synthétiques. Et lorsqu'ils sont naturels, ils peuvent être issus de fruits, de plantes, mais globalement très concentrés. Donc quelques gouttes suffisent pour pouvoir créer le goût que l'on souhaite. Et notre savoir-faire, c'est de pouvoir combiner l'ensemble de ces arômes pour pouvoir obtenir un goût parfait. Voilà comment on fabrique un sirop de fruits. À la maison, il ne reste plus qu'à le diluer avec plus ou moins d'eau. On en met un léger fond et on va plutôt privilégier l'eau afin de vraiment diluer un maximum le sucre et le sirop. Je pense qu'elle ressent vraiment plus la sensation d'eau et de fraîcheur que la sensation de sirop, mais elle garde la couleur et ce petit goût sucré. C'est là tout l'intérêt des sirops, se faire plaisir tout en maîtrisant sa consommation de sucre. Mais rappelez-vous, dans un sirop pur, il y a tout de même 50% de sucre. Alors au final, quelle quantité reste-t-il lorsqu'on le dilue correctement ? Les sirops sont-ils vraiment meilleurs pour notre santé que des sodas ou des jus de fruits ? Réponse de Réginald Alouche, nutritionniste. Un verre de sirop, c'est un peu de sirop et de l'eau. Dans ce verre, où il y a effectivement une dilution de 9, vous avez l'équivalent de 3 morceaux de sucre. C'est-à-dire à peu près 17-18 grammes de sucre. Alors, en comparaison avec le sirop dilué, un verre de soda, c'est à peu près 30 grammes de sucre, c'est-à-dire 5 morceaux de sucre de 6 grammes. Et là, nous avons un verre de jus de fruits, type multivitamine, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Et là, vous avez également 5 morceaux de sucre de 6 grammes. Peut-on pour autant boire du sirop quotidiennement ? Le sirop, c'est la boisson qui se rapproche le plus de quelque chose de sain. Hein. C'est-à-dire que, alors bien évidemment, moi je vous recommande en tant que médecin, pas de le diluer de 1 pour 9, mais de le diluer de 1 pour 12, parce qu'un pour 12, ça fait ça. Voilà. C'est une boisson qui peut être utilisée, mais qui doit quand même rester d'exception pour un moment plaisir. Dans cette quête du toujours moins sucré, d'autres boissons font un carton depuis quelques années. Ce sont les eaux aromatisées, elles aussi adoptées par notre petite famille. J'aime beaucoup l'eau à la fraise. Moi qui étais très soda avant, j'ai l'impression de garder le côté sucré, mais tout en ayant une boisson plus saine. C'est vraiment très doux, donc à mon avis, il n'y a pas beaucoup de sucre. Mais vous allez voir qu'en termes d'impact sur notre organisme, toutes les eaux aromatisées ne se valent pas. Pour tout comprendre, direction l'école Uni-la-Salle de Beauvais, où nous attend Céline Joucan, biochimiste. Les ingrédients communs qu'on va retrouver dans ces différentes eaux aromatisées, c'est forcément de l'eau, donc soit de l'eau minérale ou de source, et puis des arômes, donc qui sont utilisés pour donner un goût ou le modifier. De l'eau, des arômes de fruits ou de plantes, c'est la base. Ces deux ingrédients ne contiennent quasiment aucune calorie. Mais selon les fabricants, les recettes peuvent varier. Prenons par exemple cette bouteille d'eau minérale aromatisée au pamplemousse. Notre chimiste va l'analyser pour savoir si elle contient du sucre, donc des calories. Donc ici, on retrouve une valeur de 5,2. 5,2% de sucre. Et il suffit de regarder la composition pour le vérifier. Donc en fait, ce sucre, c'est du sucre ajouté dans le produit. Et puis, on va retrouver également le sucre qui est présent naturellement dans le jus de pamplemousse à base de concentré. Si vous voulez boire de l'eau aromatisée sans risquer de prendre du poids, lisez bien les étiquettes, y compris celles des eaux qui indiquent 0 sucre ou 0 calories. Regardez pourquoi.
Donc dans cette bouteille, quand on regarde la liste des ingrédients, il y a effectivement 0 sucre. Ce qui est ajouté par contre, ce sont des édulcorants. Ce sont des additifs alimentaires qui vont en fait apporter une saveur sucrée. Mais ça n'apporte pas de calories. C'est ce qu'on appelle les faux sucres. Or, ils peuvent avoir un impact étonnant sur notre cerveau. Explication. Alors en ce qui concerne les boissons qui sont sucrées avec du faux sucre, ce sont des leurres qui vont dire au cerveau qui adore le sucre « Ah bah tiens, le goût sucré, tu es content ». Le problème, c'est que si vous dites à votre cerveau « Bah ça y est, t'as le plaisir, t'as le goût sucré », lui, il a un organe qui compte les calories. Mais lui qui compte les calories, il n'a pas son compte. Donc parfois, il y a des interactions qui font que cette petite glande va vous pousser au repas suivant à retrouver les calories que vous n'avez pas eues avec la boisson qui fait 0 calories par définition. En clair, boire régulièrement une boisson aux édulcorants risque de vous pousser à grignoter dans la journée. Voilà pourquoi notre nutritionniste ne condamne pas la consommation occasionnelle d'eau avec du véritable sucre. Si on aime ce genre de plaisir, le sucre qu'on a absorbé, il faut le brûler. Donc, si on a une bonne activité physique, pas de problème. Et si ce n'est pas le cas, on opte pour une eau juste aromatisée, sans aucun sucre ajouté, ni édulcorant. Une eau juste aromatisée sans sucre ajouté, c'est une eau qu'on peut boire régulièrement. Ça peut être une eau plutôt de plaisir, c'est-à-dire entre les repas, mais il n'y a pas de problème à consommer ce type d'eau juste aromatisée sans sucre. Vous savez maintenant que certaines eaux aromatisées contiennent plus qu'un simple arôme et qu'il vaut mieux décrypter les étiquettes. Quant au sirop de fruits, prenez l'habitude de les diluer au maximum. Vous conjuguerez ainsi votre plaisir et vos apports en sucre.